une de ce 20h, ouverture de Kenya Expo 2023, l'industrialisation pharmaceutique en Afrique, défis et perspectives, c'est le thème de ce salon international de la santé qui regroupe plusieurs pays. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre. À suivre la sortie de la deuxième promotion de l'école de guerre du Mali, l'armée malienne renforce son effectif pour des missions spécifiques de défense nationale. Ils sont 24 officiers désormais aptes à mener et conduire des opérations. Ils viennent de recevoir leur insigne de brevet des mains du ministre de la Défense et des anciens combattants. Sport football, démarrage de la 19e édition de la Coupe du monde des moins de 17 ans en Indonésie. Le Mali parmi les nations présentes. Les cadets maliens nourrissent de grandes ambitions pour cette compétition. Le RTM sera au cœur de ce grand rendez-vous avec la retransmission de 20 matchs en direct et en intégralité. Merci d'être fidèle à votre télévision nationale. Bonsoir, bienvenue dans la grande édition. Ouverture ce jeudi du Salon international de la santé, Kenya Expo 2023, industrialisation pharmaceutique en Afrique, défis et perspectives, tel est le thème de la deuxième édition de ce rendez-vous de 3 jours. L'événement regroupe des exposants venus de plusieurs pays. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a donné le coup d'envoi au parc des expositions de Bamako. Mamari Kone. Pour cette deuxième édition de Kenya Expo, ils sont 3000 participants venus de 28 pays des 4 coins du globe. Ce nouvel espace dédié au secteur de la santé dans notre pays est conçu pour optimiser l'usage des produits locaux, informer, sensibiliser et former les professionnels médicaux, non médicaux et le grand public sur la promotion de la richesse médicinale au Mali et en Afrique. Selon le président du comité de pilotage national, le Kenya Expo 2023 s'inscrit en droite ligne de la trilogie de la politique des autorités de la transition. La pandémie de Covid-19 a posé avec acuité la problématique de l'approvisionnement en produits de santé en Afrique en général et au Mali en particulier, d'où la nécessité de développer la production locale des médicaments et des autres produits de santé. L'objectif de ce salon est justement de créer les meilleures conditions pour le développement du partenariat public-privé, public-public et privé-privé. In fine, le but ultime est de soutenir la volonté du gouvernement de relancer les activités de l'usine malienne de produits pharmaceutiques, jadis fleuron et fierté des Maliens. Selon le président de l'Interordre de la Santé, le thème de cette édition devrait permettre de mener une réflexion approfondie pour faciliter l'émergence des laboratoires de fabrication de médicaments en Afrique en vue de faire face aux besoins des populations. Pour le parrain de l'événement, le thème est tout simplement une invitation à mieux faire. Le thème central, l'industrialisation, défis et perspectives, montre à suffisance pour nous professionnels de la zone ouest de l'Afrique de tout mettre en œuvre pour créer les conditions législatives, réglementaires, fiscales et adapter la formation de nos professionnels pour l'intégration de la sous-région. Avec le soutien inconditionnel des autorités politiques, nous devons pour cela atteindre 30% de notre consommation, produire 30% de notre consommation nationale d'ici l'horizon 2030. L'Algérie est l'invité d'honneur de Kenya Expo 2023. Selon le secrétaire général du ministère algérien de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, ces rendez-vous visent à promouvoir les avancées et les réalisations dans le domaine de la santé et de renforcer les coopérations internationales et interafricaines. La récente expérience de la Covid-19 nous a permis d'identifier les insuffisances et les limites de nos systèmes de santé et la nécessité d'asseoir une production pharmaceutique locale face à un confinement industriel imposé par certains grands pays producteurs. L'Algérie a pu, grâce à son tissu industriel et l'engagement de ses producteurs nationaux, dont le nombre a connu une augmentation significative, passant de 97 établissements en 2019 à 196 producteurs aujourd'hui, ce qui a permis d'assurer la production et la disponibilité de l'ensemble des moyens de protection et des produits pharmaceutiques inscrits dans le protocole thérapeutique de la Covid-19. Pour le Premier ministre, le secteur pharmaceutique est un enjeu majeur dans lequel le continent africain doit investir. Son Excellence le Président Assimi Goïta
président de la transition, a lancé récemment l'usine des produits pharmaceutiques du Mali, qui était en arrêt depuis quelques années au prix de gros efforts, malgré que la priorité est donnée aujourd'hui aux questions de défense et de sécurité. Le lancement de cette unité industrielle, mesdames et messieurs, est un élément qui contribue à l'acquisition par le Mali de sa souveraineté en matière de santé cette année. Durant 3 jours, plusieurs thèmes importants seront présentés par des experts. De vos discussions, mesdames et messieurs, nous attendons des conclusions, voire dans les quelques mesures et qui pourraient être concrétisées dans un plus bref délai. Des distinctions ont été décernées à certains acteurs de la santé pour services rendus à leur profession. Lors de la visite des stands, le chef du gouvernement a pu découvrir le savoir-faire de l'industrie pharmaceutique. C'est le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, qui a animé le premier panel de haut niveau sur le thème du salon. Le salon dure 3 jours et c'est au parc des expositions. L'Algérie est le pays invité d'honneur de la 2e édition du Salon international de la santé Kenya Expo 2023. Le Premier ministre a profité de cette cérémonie d'ouverture pour parler de la profondeur des relations entre le Mali et l'Algérie. Il a surtout insisté sur le rôle que ce pays voisin a joué pour le retour de la paix au Mali. Nous l'écoutons au micro de notre reporter Mamari Kone. Vous savez, au Mali, quand vous parlez de l'Algérie, on pense à plusieurs choses. D'abord à la guerre d'indépendance de ce pays. Ensuite, à la paix au Mali. La quasi-totalité des accords pour ramener la paix au Mali ont été signés en Algérie. Malgré que ceux qui nous imposent ce terrorisme, ils viennent toujours de l'extérieur. L'Algérie fait des efforts qui dépendent d'elle, bien sûr, elle a ses limites, pour s'impliquer dans la recherche de la paix. Pour mémoire, le 18 juin 1989, ceux qui sont venus faire la guerre au Mali, ils ont égorgé un chef d'arrondissement, égorgé sa femme qui était enceinte, égorgé les militaires, égorgé les prisonniers. Ils sont venus de dehors. Donc la rébellion a repris chez nous par une imposition, la violence venue de l'extérieur. La première rébellion est la CCK. Lorsque l'armée malienne s'est imposée, je ne parle pas des exactions, il y aura un autre moment pour en parler, mais l'Algérie a remis au gouvernement malien l'un des fauteurs de troubles qui a voulu se réfugier en Algérie, croyant avoir des complicités pour continuer à déstabiliser le Mali. Or, nous savions très bien que l'indépendance de l'Algérie était fondamentale pour les Maliens. On est tous fiers aujourd'hui de dire que l'Algérie avait le front sud de l'armée de libération nationale installée à Gao. Nous sommes toujours fiers de cela. Et je crois que les Algériens de l'ancienne génération, j'espère qu'ils l'enseignent aux nouveaux, le savent très bien. Le rôle du Mali dans la lutte de libération de l'Algérie est incommensurable. Le Mali a mis en cause ses relations avec certaines grandes puissances. J'ai encore les lettres écrites par le général de Gaulle au président de la République du Mali, Modibo Keïta, pour l'intimider, pour tourner le dos aux Algériens. Le président du Mali, le peuple malien a dit non. Nous avons tenu bon jusqu'à ce que l'Algérie s'est imposée. L'Algérie a acquis son indépendance. Quand il y a eu la première rébellion, lorsque l'armée s'est imposée, contrairement à un certain moment, et contrairement à ce qu'on a enseigné aux jeunes, la rébellion a été déclenchée le 28 septembre. Le 29 septembre, ils sont allés égorger des militaires, tuer des militaires qui étaient en vie, donc des actes terroristes.
des symboles de l'État. Et les hommes qui ont fait ça sont venus de l'extérieur. Les Touaregs et les Arabes maliens n'ont rien demandé à personne. C'est à l'issue de formation idéologique d'une réunion préparatoire qui s'est tenue à Homs en 1980 qu'on a défini la stratégie de partition du Mali. Et c'est des gens qui sont venus nous imposer la violence. Mais l'armée a pris ses responsabilités. En 3 mois, la rébellion a su qu'elle ne peut pas gagner la guerre. Et on a dit d'aller aux négociations, parce que nous sommes conscients que la guerre ne peut rien régler. Mais ces négociations sont tenues. C'est l'Algérie qui a offert, là où les Maliens se sont retrouvés, les premiers accords de Tamanrasset. C'est un débat qui a duré 6 heures de temps. De 6 heures du matin à 3 heures, les Maliens se sont entendus, ils ont signé un accord. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a également présidé ce matin l'ouverture des travaux du Forum régional sur la sécurité climatique. L'objectif du dit forum est de permettre aux pays du Sahel d'harmoniser leur point de vue sur les défis liés à la sécurité climatique, notamment la restauration d'une paix durable, la lutte contre le terrorisme et la lutte pour un développement harmonieux. Youssouf Diakité, Oumar Katraoré. Nous croyons en un Sahel de paix, stable et prospère. C'est par ce mot que le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga s'est adressé à l'assistance à l'ouverture des travaux du Forum régional sur la sécurité climatique dans le Sahel. Sahel où vivent directement plus de 350 millions de personnes dont les besoins vont grandissant en matière de paix, de sécurité et surtout de développement durable. Voilà toute la motivation du programme des Nations Unies pour le développement à soutenir ce forum régional dont l'objectif cadre avec la démarche du gouvernement. Nous voulons avoir un accompagnement dans un cadre beaucoup plus harmonisé, échanger les leçons et les expériences et aussi avoir une position commune que ces pays-là vont aussi amener au niveau de la COP28 de Dubaï pour dire qu'au niveau du Sahel, sur cette question de la sécurité climatique. À la une de ces forums régionaux sur la sécurité climatique, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Le changement climatique et la péjoration environnementale en cours comportent de graves risques sur la sécurité des personnes et des biens, les transports terrestres, maritimes et aériens, la durabilité des infrastructures diverses, les productions vivrières et commerciales nécessaires à la subsistance de nos braves populations. Bref, tous les facteurs qui menacent la sécurité alimentaire et ainsi toutes les perspectives de développement durable. Ce financement danois au programme PNUD fait partie d'une intervention plus globale de la part du Danemark pour la région Sahel entière visant le changement climatique, les conflits, les déplacements et l'immigration. Pour le gouvernement du Mali et ses partenaires, il s'agit d'apporter des réponses concrètes aux crises que traverse le Sahel. Le Sahel demeure l'une des régions les plus violentes d'Afrique ces dernières années en raison des conflits, des crises politiques, des affrontements communautaires et de l'extrémisme violent. La convergence des crises liées au changement climatique et à l'instabilité des systèmes sociaux, économiques et politiques intensifie les risques en termes de sécurité alimentaire, de gestion des ressources naturelles, de prolifération des conflits armés. Compte tenu de toutes ces considérations, le lien entre le climat, la paix et la sécurité devient une question d'importance fondamentale pour le Sahel. Le Premier ministre, dans son adresse, précise qu'au-delà du Sahel, toute l'Afrique doit parler désormais d'une même voix pour faire face aux préoccupations africaines. Je réaffirme la volonté du Mali de s'engager pleinement pour jouer un rôle actif et constructif dans la recherche des solutions durables aux problèmes climatiques. Cependant, cela exige une réponse collective et coordonnée, un engagement indéfectible en faveur de la paix et du développement durable. Pendant 3 jours, les participants au forum vont formuler des recommandations. Des recommandations, une fois opérationnelles, vont contribuer à la stabilisation du Sahel.
Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a accordé ce jeudi une série d'audiences à des structures œuvrant dans le domaine de la santé. Le Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida est venu parler du mois de la lutte contre la maladie et la remise du document du cadre stratégique national pour la lutte contre le VIH. Le président Katilé a ensuite reçu le promoteur de la polyclinique Les Orangers située à Banankoro. Le résumé avec Mamadou Fane. La lutte contre le VIH-Sida passe par la mobilisation de toutes les énergies. En prélude au lancement du mois de la lutte contre cette maladie le 1er décembre, une délégation du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, conduite par son secrétaire exécutif, est venue solliciter le parrainage du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'événement qui arrive sous peu, c'est-à-dire l'organisation du 1er décembre, et puis du mois de la lutte contre le VIH-Sida. Donc les expliquer un peu les activités qui sont en train d'être menées et le soumettre aussi la proposition de parrainage de la première semaine, en tout cas du mois de décembre, de la lutte contre le VIH-Sida. Donc nous avions bien naturellement remis ce cadre au président et à ses collègues, le document du cadre, pour qu'ils puissent mieux s'approprier réellement de ce document et enfin aussi nous aider à l'application de ce cadre, pour qu'on puisse atteindre les objectifs du cadre national contre le sida. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a ensuite accordé une audience au promoteur de la polyclinique Les Orangers de Banankabougou. C'était pour parler de la polyclinique Les Orangers, faire connaître à l'institution l'existence de cette structure sanitaire qui travaille depuis 1 an et demi dans le cadre des prises en charge sanitaires au Mali. On a eu une oreille attentive. Le président entouré de ses collaborateurs nous ont rassurés qu'ils vont être des relais, ils vont porter l'information à la communauté malienne. Cette série d'audiences accordées par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a permis de faire un large tour des questions sanitaires au Mali avec les différentes délégations. Les délégations ont ensuite remercié le président pour sa disponibilité et sa capacité d'écoute. Sortie de la deuxième promotion de l'école de guerre du Mali, l'armée malienne renforcée en personnel qualifié pour des missions spécifiques de défense nationale. Ils sont au total 24 officiers désormais aptes à mener et conduire des opérations. La cérémonie de sortie de cette promotion était présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants, Fousseyni Toukara. C'est aujourd'hui une évidence. Le mécanisme de formation de l'école de guerre du Mali tourne à hauteur des souhaits. La prestigieuse école a désormais 2 promotions à son actif. La sortie de la seconde promotion, objet de cette cérémonie, est forte de 24 officiers. Les promus reçoivent ainsi leurs insignes et leurs diplômes des mains du premier responsable de notre outil de défense. Auditeurs de la deuxième promotion, au cours de cette année académique qui a été bien rythmée en activité pédagogique, vous avez pu renforcer votre construction, aussi bien personnelle que collective, en tant qu'officier, chef militaire et leader à travers l'enseignement de l'école de guerre. Vous avez acquis les outils nécessaires à la réflexion et à l'analyse stratégique dans un environnement de plus en plus complexe. Vous vous êtes approprié des méthodes d'analyse et des clés du management des ressources de la défense et de la gestion des crises. Aujourd'hui, voir cette volonté affichée des autorités de la transition prendre de l'envol est une fierté pour le ministre de la Défense et des anciens combattants. Aujourd'hui, je ressens beaucoup de fierté et de dignité en voyant ces officiers supérieurs nouvellement brevetés par cette illustre institution d'enseignement militaire supérieur. Je ressens aussi une grande reconnaissance et une gratitude pour le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, dont le leadership et la clairvoyance ont permis de faire de ce rêve une réalité, malgré les contraintes et les doutes. Je ressens enfin un grand espoir
et un optimisme sans limite. À seulement 2 années d'existence, les premiers produits de l'école de guerre du Mali participent activement au processus de sécurisation du pays. Le résultat est visible sur le terrain. C'est le lieu de féliciter le commandement et l'encadrement de l'école, ainsi que ses partenaires universitaires, pour la qualité de leur enseignement, de leur recherche, basée essentiellement sur la pensée stratégique malienne. Cette deuxième promotion de l'école de guerre du Mali, dotée des connaissances nécessaires pour mener à bien des opérations en adoptant des stratégies appropriées, compte 2 personnels féminins. Et nous restons avec l'armée malienne dans la poursuite de sa mission régalienne de sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali. Les FAMA ont entrepris ce jeudi 9 novembre 2023 des mouvements stratégiques dans le but de sécuriser et d'éradiquer toute menace terroriste dans la région de Kidal. Ces interventions, nous tenons à le souligner, s'effectuent dans le strict respect des droits de l'homme. La mission principale des FAMA est de restaurer la paix et la stabilité au Mali afin que nos concitoyens qui n'aspirent qu'à la paix puissent y vivre en toute sécurité. Nous demandons par conséquent à la population de ne céder ni à la panique ni à la propagande des terroristes et les invitons à suivre les instructions des forces armées maliennes dont la détermination est sans équivoque. Nous vous tiendrons régulièrement informés des développements et des progrès réalisés dans cette opération de sécurisation et de lutte contre les groupes armés terroristes. Donation de la République populaire de Chine à l'Association des femmes du camp du génie militaire. Le coût de cette donation composée de machines à coudre est estimé à plus de 20 millions de francs CFA. Cette réaction dénote l'intérêt que ce pays ami du Mali accorde à la promotion et à l'autonomisation de la femme. Boubacar Kanouté. La coopération chino-malienne se renforce d'année en année. Elle touche presque tous les domaines. Les femmes du camp du génie militaire bénéficient des machines à coudre de la part du partenaire chinois, d'une valeur marchande de plus de 20 millions de francs CFA. Cette donation permettra à ces femmes de mener des activités génératrices de revenus, toutes choses qui vont alléger leurs dépenses au quotidien. Nous sommes réunis pour exprimer notre gratitude envers l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali, qui a généreusement fait don à l'Association des femmes du génie militaire des machines à broder modernes des dernières générations. Ces gestes destinés de l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali démontrent toute l'importance des relations entre nos deux pays. Avec cet atelier de couture moderne, nous pourrons promouvoir l'apprentissage et l'enseignement de l'art de la broderie, afin de favoriser l'emploi des femmes du camp. Le diplomate chinois a loué cette relation fructueuse avant de rendre un hommage mérité aux femmes. Pour exprimer notre solidarité envers le peuple malien et pour aider les familles des femmes en difficulté, l'ambassade de Chine a financé l'achat des machines à coudre pour l'association des femmes du génie militaire. Je voudrais rendre un grand hommage aux femmes et hommes militaires déployés sur le territoire du Mali pour sauvegarder la souveraineté nationale et garantir la sécurité des Maliens et des ressortissants étrangers au Mali. Cette donation composée des machines à coudre permettra à ces femmes bénéficiaires de bénéficier des activités génératrices de revenus. Votre donation vient à point de main, car elle permettra la création d'emplois. La présidente de l'association a donné l'assurance que ces machines seront utilisées à bon escient.
Restons toujours avec nos femmes, cette fois-ci à Gundam et à Niafunke, partager sa vision du commandement et s'enquérir des conditions de travail des hommes sur le théâtre des opérations. Tels sont les objectifs de la visite du commandant de la zone de défense numéro 5 de Tombouctou. Le colonel Seydou Niagando a profité pour demander à ses hommes de changer de posture sur le théâtre des opérations afin de mener à bien leur mission. Les commentaires de Idrissa Goulo Sissoko. Après sa prise de commandement en région de Tombouctou, le colonel Seydou Niangado était en visite de terrain dans les secteurs de Gundam et Niafunke. Objectif, prendre contact avec les hommes sur le théâtre des opérations et partager sa vision du commandement avec eux et s'enquérir de leurs préoccupations. La raison fondamentale, c'est de venir voir les hommes, voir leur état d'esprit et aussi leur prodiguer des conseils. Mais aussi profiter à prendre les moyens du GTA mobile de Tombouctou. L'état d'esprit est très bon. Les hommes sont quand même déterminés à poursuivre leur mission régalienne. Et aussi, j'ai senti lors de ma visite qu'au niveau du commandement, il y a quand même une symbiose entre toutes les forces, que ce soit à Niafunke et à Gundam, et ce qui réconforte davantage le commandement militaire. Un déplacement somme toute riche en enseignements car il a permis au commandant de prodiguer des conseils par rapport au renforcement du dispositif sécuritaire et au changement de posture qu'ils doivent avoir désormais sur le théâtre des opérations. Il faudrait d'abord qu'il y ait la cohésion. Pour la cohésion, il faudrait qu'au niveau de tous les échelons qu'on poursuit avec la formation, il faudrait qu'on sache déjà que chaque instant donné par l'ennemi est un temps de répit pour nous, de pouvoir poursuivre la formation. Et cette formation va certainement aguerrir nos hommes et aussi renforcer leur engagement sur le théâtre des opérations. Avant de les quitter, il les a exhortés à une collaboration franche avec les populations pour la réussite de leur mission. Avec le directeur régional de la police de Tombouctou, ils ont procédé à l'installation officielle du nouveau commissaire de police de la ville de Niafunke. Le général Amadou Toumani Touré nous a quittés le 8 novembre 2020. Pour lui rendre un hommage 3 ans après, la Fondation pour l'enfance vient d'organiser une journée de souvenirs ainsi des vivres et des non-vivres d'une valeur totale de 239 millions de francs CFA ont été offerts aux associations de veuves d'enfants malades et de personnes en situation difficile. Batraoré. Des vivres et des non-vivres pour les enfants et autres couches vulnérables. C'est à l'occasion de la journée des souvenirs au général Amadou Toumani Touré, l'ancien président du Mali qui nous a quittés il y a de cela 3 ans. Parmi les lots offerts aux bénéficiaires, on peut citer 10 tonnes de vivres pour 120 familles d'enfants vulnérables, 160 machines de coupe et couture accompagnées de 10 balles de tissu à 8 associations de soutien aux veuves et certains centres de formation. On note aussi la prise en charge de 80 enfants pour une intervention en cathétérisme et 70 autres atteints de trisomie 21 et d'autisme avec en prime une tablette numérique pour chacun d'eux. C'est un hommage vibrant et un engagement pour le bien-être des plus vulnérables qu'ATT nous a laissé. Ces actions incarnent la bonté, la solidarité et la générosité qui caractérisaient le président Amadou Toumani Touré. Le coût global de l'ensemble de ces opérations est estimé à 239 millions de francs CFA. Notre cher président ATT avait une affinité particulière avec les enfants, qui le lui rendait bien et puis avec enthousiasme. Il était l'ami des enfants. L'événement d'aujourd'hui illustre cet amour pour les enfants. Le centre psycho-éducatif Willy, que je représente, est très ému de recevoir ces dons. Pour la présidente de la Fondation pour l'enfance, il est plus que nécessaire de poursuivre avec détermination la lutte enclenchée par Amadou Toumani Touré. Le général Touré n'était pas seulement un chef, il était le symbole de l'unité, de la résilience et du dévouement. Son héritage et ses contributions à notre nation continuent de nous inspirer. Nous ne contentons pas de pleurer sa disparition, célébrons plutôt sa vie, sa réalisation et l'esprit qu'il a insufflé à chacun de nous. Donc, avec fierté et admiration, nous plaçons les enfants, ses amis, au cœur de cette 3e commémoration. Et la présidente de la Fondation de saluer l'effort des partenaires, dont la Ligue islamique d'Arabie saoudite, qui ont contribué à la réussite de l'opération.
Le ministre de l'Agriculture organise la concertation nationale sur la gestion de subventions des engrais. Il s'agit d'identifier les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette politique adoptée en 2008 pour améliorer la production agricole. Parmi les insuffisances constatées, on peut citer la non-livraison d'une grande quantité des engrais subventionnés aux producteurs. Siaka Konaté. Le maintien de la subvention des engrais pour les campagnes agricoles 2024 et 2025, ainsi en ont décidé les participants à la première concertation nationale sur la gestion de la subvention des engrais. Il recommande toutefois d'améliorer son mécanisme de gestion à travers la relecture du manuel des procédures de gestion administrative et comptable, la livraison à temps des engrais aux producteurs. On se réjouit, on est très content de cette décision, parce que quand vous voyez la subvention actuellement, ça posait déjà beaucoup de problèmes. Les producteurs ne sont pas satisfaits, et les commerçants ne sont pas satisfaits, et même les techniciens, personne n'est satisfait de la manière que la subvention ça se déroule. Mais avec cette concertation, qu'on vient de le faire tout de suite, et ça va bouger bien les choses, et l'agriculture aussi va émerger beaucoup. Dans la deuxième recommandation, la rencontre demande que pour les campagnes agricoles 2026, 2027 et 2028, la subvention soit utilisée pour financer les aménagements hydro-agricoles, les équipements agricoles, la recherche et développement, l'appui conseil, la production de semences, la réalisation des infrastructures de transformation, de stockage et de commercialisation. La troisième recommandation porte sur l'enregistrement des exploitations agricoles à partir de 2024. Quant à la quatrième recommandation, elle concerne l'élaboration d'un plan triennal de mise en œuvre des activités de réorientation proposées sur la période allant de 2026 à 2028. Les importantes résolutions que nous venons consensuellement de prendre cadrent parfaitement bien avec la volonté politique des plus hautes autorités de notre pays d'insuffler un nouveau dynamisme à la gestion de la subvention des intrants pour permettre à l'agriculture de jouer pleinement son rôle de moteur de l'économie nationale. La qualité des documents produits a largement contribué au succès de nos travaux. Je me dois donc, au nom du gouvernement, de féliciter l'ensemble des participants pour les résultats pertinents enregistrés. Les recommandations formulées seront soumises au gouvernement pour adoption. Et le ministre Lassine Dambélé d'engager son département à mettre en œuvre ces recommandations conformément au plan d'action qui sera élaboré. C'est là pour augmenter la production et la productivité afin d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Maliens. Restons avec le ministre de l'Agriculture qui était ce jeudi en visite au Centre agricole de démonstration technologique de la coopération sino-malienne de Baguineda. Les parcelles d'expérimentation de riz, de maïs, de même que les nouvelles machines agricoles ont suscité un réel intérêt pour le visiteur du jour. Batraoré. Le ministre de l'Agriculture en visite au Centre agricole de démonstration technologique de la coopération sino-malienne de Baguineda. Ici, 20 hectares dont 16 de terres arables sont aménagés pour l'expérimentation de nouvelles variétés de maïs, de riz et de coton. Lassine Dambélé s'est imprégné de l'état des parcelles d'expérimentation de maïs et de riz avant de visiter la chambre froide servant au conditionnement des produits. Ensuite, le visiteur du jour a pu voir les nouvelles machines agricoles acquises dans le cadre de ce projet d'assistance technique à l'agriculture du Mali. Ce projet d'assistance technique agricole constitue une bonne occasion pour que nos deux parties puissent procéder à l'échange de vues, au partage d'expériences, à la recherche de nouvelles technologies et des idées inédites. Et je suis convaincu que grâce aux efforts conjoints de nos deux parties, ce projet contribuera à la promotion de la sécurité alimentaire, du développement agricole et en même temps à la paix et au développement durable sur le territoire malien. D'octobre 2022 à nos jours, 23 sessions de formation ont été dispensées à 880 acteurs, ce qui augure de bonnes perspectives car grâce aux technologies agricoles chinoises testées en milieu réel, il est attendu cette année un rendement de 8 tonnes de riz à l'hectare selon le ministre. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte
pour inviter nos chercheurs de l'Institut d'économie rurale, l'équipe chinoise, les agents de l'Office du périmètre irrigué de Baguinda à œuvrer ensemble, main dans la main, pour un meilleur partage des connaissances au bénéfice de l'ensemble du peuple malien. À l'issue de la visite, le ministre a eu des échanges francs sur les défis du Mali en matière d'agriculture avec les experts chinois, les cadres de l'Institut d'économie rurale et ceux du périmètre irrigué de Baguineda. La préservation du patrimoine routier, défis et perspectives sur ce thème se tient à Ségou, la 49e réunion annuelle des services des routes. Sous l'égide du ministère des Transports et des Infrastructures, cette rencontre se veut un espace de bilan des activités menées en 2023, celles à planifier en 2024 en matière de construction et d'entretien routier. Ramata Konaté et Karamoko Traoré. Diagnostic complet des activités 2023, celui des projets porteurs et difficultés. Les dés sont ainsi jetés pour la satisfaction des besoins des populations en matière de construction et d'entretien routier au Mali. La 49e réunion annuelle des services des routes ouvre ses portes pour la circonstance avec comme thème central la préservation du patrimoine routier, défis et solutions. Occasion pour le ministre des Transports de jeter un regard sur les grandes œuvres de l'année 2023. Les travaux se poursuivent sur les 4 projets routiers et sur financement intérieur, budget national, la réhabilitation du tronçon Standard-Kaï du corridor Bamako-Dakar par le nord, long de 138 km, la construction et le bitument de la route Banamoro-Djoro, 45 km, et sur financement extérieur, l'aménagement en 2x2 voies de la section Sévaré-Mopti de la route nationale RN6, le programme annuel d'entretien courant des routes a porté sur un linéaire total de 14 478 km. Pendant 3 jours, les participants se penchent aussi sur les conclusions des États généraux sur l'entretien routier tenus récemment et les perspectives de 2024. L'année 2024 devra accorder la priorité aux activités suivantes. Le démarrage du projet d'aménagement et d'élargissement du tronçon urbain de la RN 27 Bamako-Koulikoro à l'intérieur de Bamako, la poursuite des travaux de construction et de bitumaille du lot de Léré-Niafunke, 121 km de la route Gomakura-Tombouctou, tronçon Léré-Sumpi, 85 km, le démarrage du projet de réhabilitation de la route Sévaré-Gao, section Sévaré-Boré, 111 km. Réunir tous les professionnels, réunir tous les acteurs en charge de ce secteur ne peut que nous satisfaire parce que ça nous permet de passer la problématique de la route et trouver des solutions pour que nous puissions avoir de bonnes routes au Mali, pour que nous puissions avoir une bonne mobilité entre les villes, entre les villages, entre les hameaux du Mali. Il est donc attendu de cette rencontre annuelle des propositions de solutions pour endiguer les difficultés liées à la construction et à l'entretien des routes ainsi qu'à la mobilité des citoyens. Parmi ces difficultés, l'insuffisance des ressources financières, l'occupation des emprises, l'insécurité. Sur ce dernier point, des efforts sont déployés par notre vaillante armée à laquelle le ministre Madina Sissoko a rendu hommage. Les populations du nord du Mali en ont marre d'une situation de conflit qui leur a imposé. Déclaration de l'aménocale de la tribu des Ouili Méden. Invité de la semaine sur notre antenne, Bajan Aga Hamatou demande à l'État d'appeler les frères qui ont pris les armes autour d'une table et de combattre des groupes armés terroristes en relation avec les autres pays voisins. Je vous propose d'écouter un extrait de cet entretien avec Yaya Kounati. Moi, je crois qu'il faut que les hommes abandonnent cette histoire-là. Si on arrive à les amener à abandonner cette histoire-là et d'utiliser les armes contre le pays, moi, je crois que la réconciliation, là, elle est là. Les gens sont réconciliés entre eux. On parle toujours de réconciliation. Il y a des hommes qui ont pris les armes contre le pays, ce n'est pas la population. En réalité, la population, elle n'est pas dans cette affaire-là. Mais il y a certains qui parlent au nom de la population, mais en réalité, aujourd'hui, les 90% de la population en a marre
Je vous l'ai dit très honnêtement. Hein. Si vous suivez un peu ce qui se dit dans les réseaux sociaux, mon Dieu, la population de Kidal, ne parlons pas de les populations de Tombouctou, de Gao et de Menaka, mais c'est quelque chose qui leur a été imposé. C'est quelque chose qui leur a été imposé. Alors, et la question du djihadisme, comment est-ce qu'on va la gérer? S'il n'y a pas une possibilité de négociation avec les djihadistes, bon, c'est de leur faire la guerre. Hein. Il faut que l'État malien, avec tous les pays voisins, s'organise pour arrêter ce qui se passe. Hein. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que ça. Hein. Et c'est parti pour la journée dédiée aux hôtels, une première au cours de laquelle les promoteurs d'hôtels, les organisateurs de voyages, les restaurateurs, les guides de tourisme vont tenter d'améliorer la compétitivité des entreprises et la conquête de nouveaux marchés. La journée est organisée par la Fédération nationale de l'industrie hôtelière. Reportage Alpha Maïga. Une journée hôtelière, cela se passe dans un hôtel de la place situé à Magnambougou, en commune 5 du district de Bamako. Cette visite guidée annonce les couleurs de la journée organisée par la Fédération nationale des industries hôtelières du Mali. L'objectif principal de cette journée est de contribuer à la promotion de l'activité de l'industrie hôtelière du Mali, partant d'informer du rôle de l'industrie dans la création d'emplois et de sa contribution dans l'économie nationale. Je puis vous assurer, attester, que le président de la transition et le gouvernement du Mali sont particulièrement sensibles à votre situation. Nous vous disons merci pour votre combativité, merci pour votre résilience d'une grande dignité. Des échanges entre promoteurs d'hôtels, organisateurs de voyages, les restaurants. À ceci s'ajoutent les guides de tourisme et les consommateurs. Les activités programmées pour cette journée sont importantes et elles sont d'actualité. Il s'agit essentiellement de la recherche de solutions aux problématiques de l'emploi des jeunes, des femmes qui sont nombreux dans ce secteur, à la sécurité, à la valorisation de nos mets traditionnels et à l'architecture également des hôtels qui doit tenir compte de notre patrimoine culturel national. Il faut le dire, le sous-secteur de l'hôtellerie joue un rôle essentiel dans la vie économique de notre pays. À ce jour, elle est frappée par la crise sécuritaire et sanitaire. Santé, on en reparle dans ce journal. La dengue devient un véritable problème de santé publique. Depuis le 9 septembre, les cas se multiplient. Ils sont des centaines de patients. Aujourd'hui, 5 régions sont touchées. La Direction générale de la santé et de l'hygiène publique a mis en place un plan de riposte. Salimata Dao nous en dit plus. 336 cas confirmés. La dengue se répand progressivement au Mali. La maladie, une infection virale, se confond par ses symptômes au paludisme. Ça se manifeste par des fièvres, des douleurs articulaires, des courbatures, des céphalées. Et ça, c'est la moindre des cas. Et au pire des cas, vous savez, ça peut évoluer vers des vomissements, voire même vomissements de sang. Les modes de transmission de la dengue et du paludisme sont également les mêmes, sauf que les agents vecteurs sont différents. C'est une maladie qui ressemble au paludisme, qui est transmise par les moustiques, notamment les moustiques tigres, communément appelés comme ça. Donc c'est le moustique Aedes. Ces moustiques se prolifèrent dans la nature et ces moustiques-là qui transmettent les virus de la dengue à l'homme. Depuis l'enregistrement du premier cas, le 9 septembre dernier, la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique est à pied d'œuvre auprès des structures sanitaires pour la prise en charge des patients. Malheureusement, on note 2 décès. Avec plus de 2400 cas suspects, la dengue est en train de devenir un problème de santé publique au Mali. Si on prend nos pays voisins, notamment le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire,
Il y a beaucoup de cas de décès qui ont été notifiés par rapport à dengue. Et si on prend Burkina, même vraiment, il faut dire qu'ils ont plus d'une centaine de cas de décès. Donc, il faut vraiment se dire que ce n'est pas une maladie à négliger. C'est un réel problème de santé publique. L'alerte est donc lancée. À présent, des actes concrets doivent être posés pour lutter contre la maladie. Les acteurs de santé invitent les populations à entretenir leur environnement de vie. Ce serait un bon moyen de stopper la prolifération du moustique Aedes. Il faut quand même assainir les cours, les milieux dans lesquels nous vivons, tailler les arbres. Aussi défaire le désherbage vraiment autour des maisons et dans les maisons. Éviter vraiment de stagner les eaux dans les pneus, dans les récipients qui peuvent contenir vraiment de l'eau et les mettre comme ça à l'air. Donc couvrir les gens. De son côté, la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique a mis en place un plan de riposte qu'elle exécute en fonction des besoins. La communication et la sensibilisation autour de ces cas-là, la population vivant autour de où les cas-là sont collectés. Il y a aussi la fumigation. Au Mali, la dengue est présente dans la capitale et les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et Koulikoro. En deuxième région, ce sont les localités de Kalabankoro et Kati qui sont concernées. Au dire du docteur Koné, la dengue n'a pour le moment pas de traitement spécifique. Chaque symptôme est singulièrement pris en charge. Protégeons-nous. Le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida a rencontré cet après-midi l'artiste, chanteuse et compositrice sénégalaise Koumba Gawlo Seck. Une rencontre au cours de laquelle un important sujet a été débattu, à savoir la lutte contre le VIH-Sida. Le Mali veut associer l'artiste sénégalaise à la lutte contre le sida afin d'éradiquer ce fléau. Les contours de cette collaboration entre les deux parties seront définies dans les jours à venir. En 5e région, les représentants locaux des associations des églises et missions protestantes au Mali, les représentants locaux des associations mères et enfants, les représentants locaux des églises et organisations chrétiennes indépendantes venues des régions du centre et du nord du Mali ont pris part au forum sur la mission intégrale sur initiative de jeunesse en mission. Cette activité a pour objectif de sensibiliser sur la mission intégrale qui est le véritable mandat de l'Église. Reportage Aminata Touré. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet JISRA, projet initiative conjointe pour une action religieuse et stratégique. Un programme conjoint mené par les organisations religieuses locales en partenariat avec un consortium de 3 organisations internationales dont Tirfund, Search for Common Ground et Mission Mitin Messi. L'objectif visé par ce forum, c'est essentiellement de faire un rappel du mandat de l'Église, qui est un mandat intégral et qui doit viser le bien-être holistique de l'être humain, tant dans son esprit que dans son corps et dans son âme. Nous attendons des participants qu'ils puissent mieux comprendre le mandat qui est le leur et qu'ils doivent exercer au travers de l'Église. Les participants composaient entre autres des représentants locaux des associations des églises et missions protestantes, des organisations et chrétiennes indépendantes, entre autres, venus des régions du centre et du nord du Mali, prennent part à des exposés sur la mission intégrale, les volets transversaux sur la mission intégrale, entre autres. La mission intégrale est d'amener la totalité de la vie sous la seigneurie de Jésus-Christ, et cela passe par la programmation et la mise en pratique de l'évangile qui est la mission confiée aux chrétiens. Au Mali, nous oublions les fondamentaux, les principes, les valeurs et il est temps que nous puissions les mettre dans leur contexte. Et c'est pourquoi je félicite en tant qu'autorité ceux qui ont eu l'initiative de ce forum. À terme, ce forum va mettre à la disposition de l'Église évangélique du Mali un document qui établira une position commune de l'Église et ses partenaires sur un certain nombre de questions contemporaines qui touchent le monde entier et en particulier la société malienne.
À présent, nous allons faire la nuance entre la spiritualité et la religion, qui semble être synonyme pour certains. Un islamologue sociologue lève toute ambiguïté. C'est le sujet de la chronique Un jour, une formule de ce jeudi avec Sori Ibrahima Keita. Comme tous les chemins peuvent mener à la Mecque ou à Rome, eh bien, spiritualité et religion conduisent à Dieu, mais chacune empruntant son sentier propre. La religion, c'est d'abord la reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur dont sa vie et sa destinée lui est entre ses mains, qui est la présence d'un être créateur qui gère sa vie, qui gère toute question qui tourne autour de sa destinée jusqu'à la fin de sa vie. Donc quant à la spiritualité, c'est toute question ou tout aspect ou tout perfectionnement qui tourne autour de l'âme de l'être humain, la perfection de l'âme, le fait d'éduquer l'âme à connaître la présence de cet être humain. C'est pourquoi quand nous regardons dans le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ta'rifuni qabla ta'buduni wa kayfa ta'buduni wa ilam ta'rifuni. Connais-moi avant de m'adorer. Comment peux-tu m'adorer avant de me connaître? Donc cette adoration, cette croyance que nous avons, pour vraiment parfaire, à bien pratiquer cette croyance-là, respecter les dogmes et les règles de cette croyance, il faut s'adonner à une pratique qu'on appelle la pratique spirituelle qui consiste à éduquer, c'est-à-dire l'âme de ce croyant. Si la spiritualité se fonde sur les lois de la nature, la religion se base sur un livre. Du coup, la première nous invite à raisonner sur tout et à tout remettre en question, alors que la seconde dispose d'un ensemble de règles dogmatiques. C'est deux notions qui sont complémentaires. Quand on parle de croyance, on pense forcément comme on appelle à la spiritualité, parce qu'une croyance vidée de spiritualité ne peut être qu'une croyance simple, une croyance qui n'a pas de sens. Et cette spiritualité nous permettra vraiment de vivre pleinement notre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. La fonction ou les différentes fonctions, c'est-à-dire les fonctions de la religion, c'est tout d'abord de canaliser l'être humain pour vraiment l'aider à bien parfaire sa vie sociétale, à être bien avec ses comportements. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand Allah dit Mohammed, je ne t'ai envoyé que pour être une miséricorde universelle. Et Mohammed, en achevant ceci, il dit j'ai été envoyé pour parachever les meilleurs comportements, les bons comportements. Donc c'est ce bon comportement-là qui est une des missions de la religion, d'éduquer l'être humain en sachant qu'on ne doit pas être injuste, on ne doit pas être un menteur, on ne doit pas être un facteur comme on appelle conflictuel pour vraiment déstabiliser la société. On doit être un modèle dans la société, mais ce modèle-là, tu ne peux l'avoir dans la religion que sauf si tu t'adonnes à cette pratique qu'on appelle la spiritualité. Et donc cette mission de la spiritualité ou cette fonction de la spiritualité, c'est pour te permettre d'être excellent dans ta religion. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Mohammed a été le meilleur dans sa pratique spirituelle et religieuse, parce qu'il avait une notion spirituelle quotidienne dans sa vie. Toute sa vie était destinée à la spiritualité. En mangeant, il y avait la spiritualité dedans. En parlant, il y avait la spiritualité dedans. En se lavant, il pensait à la spiritualité. Donc la spiritualité ne peut pas être dissociée de la croyance. Ainsi, les pratiquants de l'une ou de l'autre se distinguent du philosophe qui veut animer la scène sans y prendre part. Il a avis sur tout, mais n'est jugé de personne. Du sport football, la 19e édition de la Coupe du monde des moins de 17 ans démarre dans quelques heures en Indonésie. Parmi les nations présentes figure le Mali. Les cadets maliens entraînés par Soumaïla Koulibaly ont de grandes ambitions dans cette compétition. Et le RTM sera au cœur de ce grand rendez-vous footballistique avec la retransmission en direct des 20 meilleurs matchs. Les détails avec Arijou Batina. Du 10 novembre au 2 décembre 2023, les meilleures équipes de jeunes footballeurs de la planète vont s'affronter en Indonésie à la faveur de la 19e édition du Mondial des cadets pour décrocher le titre suprême de champion du monde des moins de 17 ans. La compétition qui mettra aux prises les talents émergents des 4 coins du monde s'annonce passionnante et indécise. 4 équipes africaines participent à ce rendez-vous mondial des cadets, à savoir le Maroc, le Burkina Faso, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, et le Mali. Les Aiglonnés du Mali, entraînés par l'ancien international Soumaïla Koulibaly, sont logés dans le groupe B en compagnie d'Ouzbékistan, de l'Espagne et du Canada.
Au cœur de tous les grands événements sportifs, l'URTM a mis les petits plats dans les grands grâce aux efforts des plus hautes autorités pour permettre aux téléspectateurs de suivre les 20 meilleures rencontres de cette Coupe du Monde. C'est avec beaucoup de plaisir que j'annonce ici que nous avons, en tant que média public, acquis les droits pour la diffusion de 20 matchs de la compétition. Et cela grâce à l'appui de nos autorités. Faire en sorte que le public malien puisse suivre cette compétition. Et donc, à partir de demain, nous avons la cérémonie d'ouverture que nous allons proposer à nos téléspectateurs, à nos auditeurs également. Mais nous avons également, juste après la cérémonie d'ouverture, le match qui va opposer le Mali à l'Ouzbékistan. Mais au-delà de cette rencontre, nous avons les 20 matchs que nous proposons à nos téléspectateurs, à nos auditeurs. Et parmi ces 20 matchs, il y a les autres rencontres du Mali. Au-delà de ces rencontres-là, nous avons des matchs phares. Nous allons donner les quarts de finale, les demi-finales, la finale et les matchs de classement. La 19e Coupe du Monde des cadets en Indonésie, en direct et en intégralité sur l'URTM, est une opportunité à saisir. C'est l'occasion pour moi de demander à tous ces partenaires qui nous accompagnent d'habitude pendant les grandes compétitions de venir. Voilà, nous avons un plateau alléchant qu'on va mettre à leur disposition. L'équipe sur laquelle nous avons vraiment de grands espoirs va aller loin dans cette compétition mondiale. Nous avons vu ces jeunes, et ils sont talentueux, ils sont pétris de talent et nous espérons beaucoup qu'à l'issue de cette compétition, au soir justement de la finale, la coupe, pourquoi pas, va venir au Mali. Les Aiglonnais du Mali, qui ont de grandes ambitions dans cette Coupe du Monde, avaient joué la finale de cette compétition en 2015 contre le Nigeria. Ramenez-nous la coupe et à suivre donc le premier match du Mali contre l'Ouzbékistan ce vendredi matin à partir de 9h. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée à tous.